Eh bien, bienvenue à tous dans ce conseil municipal du mardi 19 janvier 2021. Déjà, je me félicite de voir l'ensemble du conseil présent. Ça prouve qu'on est tous sains et saufs. Voilà, j'espère que derrière vos écrans, c'est la même chose. Et ça fait plaisir par les temps qui courent. Alors, on va commencer par ouvrir la séance par l'approbation du compte-rendu de la séance du 22 décembre 2020. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent faire des remarques ou qui ont des choses à dire ou pas? Ok, donc qui est contre l'approbation? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour. Ok. Ensuite, désignation du secrétaire de séance. Est-ce que quelqu'un veut être secrétaire de séance? Bon, et bien ce sera Monsieur Martelin. Et on posera la question à chaque fois, mais sinon je pense que ce sera pour 50, si personne, bien évidemment, ne veut prendre sa place. Ensuite, les décisions prises par le maire en vertu des délégations. Bon, on a mis à l'ordre du jour, mais il n'y en a pas. Voilà. Et enfin, on va commencer par l'ordre du jour. On va commencer par la mise à jour des commissions communales. Donc on a dû revoter les commissions communales, étant donné qu'on a switché donc, les adjoints messieurs Martelin, qui est maintenant à l'urbanisme, et messieurs Romanotto. Et donc ils étaient garants d'une commission. Et donc on a fait quelques réajustements au niveau des commissions. Et donc, voilà, est-ce que vous avez des questions ou autre chose? Est-ce que des candidats veulent se rajouter ou pas? Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va voter les nouvelles commissions qui, je l'espère, démarreront. Il faut juste savoir qu'au niveau des extérieurs, c'est un peu compliqué. On essaie de trouver des outils visio, mais le problème, c'est qu'au niveau de la mairie, on a aussi un problème de réseau. Donc, il y a des commissions qui fonctionne bien, puis il y en a d'autres, c'est un peu plus compliqué. Alors, qui est pour la modification? Ok, merci, unanimité. Nous allons passer à un point sur le Fredon et l'adhésion 2021 et le rapporteur, donc c'est un point environnement, et le rapporteur est monsieur Sylvain Jean. Alors, concernant le Fredon, déjà rappeler à tout le monde ce qu'est le Fredon. Le Fredon, c'est la Fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles. Donc, concrètement, c'est un acteur gestionnaire dans tout ce qui est les végétaux, qui permet de répondre aux élus à travers des conseils techniques, des formations, différents outils via leur site internet et d'autres, des outils numériques, sur les différentes espèces envahissantes. Donc tant par exemple sur l'ambroisie, sur la renouée du Japon et bien d'autres. Ça permet aussi de protéger tout ce qui est l'état sanitaire des différents végétaux en culture ou à titre particulier. Donc dans ce cadre-là, il y a une adhésion annuelle qui est à payer par la commune pour adhérer au Fredon et permettre de bénéficier de tous ces outils qui nous permettent de communiquer au grand public dans le domaine. Le calcul de l'adhésion se fait à deux niveaux, donc d'un point de vue surface. En l'occurrence, on est concerné par un peu moins de 14 hectares sur la commune, donc pour 60 € annuels, et un montant lié à la population, donc à hauteur de 200 €. Donc le montant total étant de 260 € pour l'adhésion pour 2021. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? On procède au vote, pardon. Est-ce que vous êtes pour? Merci. Unanimité. Ok, nous allons passer à une convention de cadre de partenariat avec la communauté de communes des Balcons du Dauphiné. Alors il y a un nombre
de conventions qu'on doit signer au fur et à mesure qu'on avance avec le PCI de la communauté de communes, le nouveau fonctionnement des balcons dauphinés, est de signer un accord cadre, une convention cadre, et au fur et à mesure des demandes des communes, on rajoutera des annexes. Donc l'objectif, c'est juste de dire que on est d'accord sur le principe, et au fur et à mesure, on fera passer les annexes en conseil. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet accord cadre? Donc on va procéder au vote. Qui est pour? Ok, unanimité, merci. On a une erreur maintenant dans les commissions. Pardon, j'entends. Prends le micro. Et il y a des lingettes aussi pour essuyer entre chaque. Jérôme, essuie-toi les mains quand même. En fait, à l'e-participatif, on a une erreur, c'est Yves qui a encore la gestion de la commission. Ah, très bien. Alors oui, dans les commissions, on fera cette modification. Ok. La vie participative, j'en ai encore fait la promotion tout à l'heure pour des personnes que j'ai reçues dans le lotissement du port. Donc j'invite, je rappelle ce que c'est que cette commission. Pour l'instant, c'est pas très participatif étant donné le contexte, mais on compte mettre en place des référents de quartier et pour pouvoir avoir un dialogue plus direct avec les élus. On aura le temps d'y revenir dès que la situation s'améliorera. On passe à un point ressources humaines. Alors, le point sur les ressources humaines, c'est la possibilité de laisser le CDG, donc le centre de gestion, négocier pour les communes, et donc en l'occurrence pour Saint-Romain, pour éventuellement mettre en place un marché sur les titres restaurants. Alors l'objectif de cette délibération, c'est de ne pas accepter les tickets restaurants pour les agents communaux, ce serait bien, mais bon, pour l'instant, il faudrait le budget là-dessus, c'est pas l'ordre du jour. Pour autant, sur le mandat, permettre au CDG de pouvoir faire les démarches pour nous et de négocier, si demain on a la possibilité de mettre en place ce service pour nos agents, et bien d'avoir le CDG qui aura fait le travail au préalable pour nous. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Non. Qui est pour? Ok. Merci à tous, unanimité. Nous allons passer au point finance. Alors, je vais donner la parole à Aurélie Leroux concernant l'autorisation d'engager des liquidités et mandater les dépenses d'investissement dans les limites du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Aurélie, tu vas nous dire ce que c'est. Tout simplement, c'est pour permettre les dépenses donc en investissement. Tant que le budget n'a pas été voté, normalement ces dépenses sont bloquées. Donc les dépenses qu'on a déjà, pas forcément engagées, mais pour lesquelles elles étaient déjà prévues, continuer à les payer le temps qu'on vote le budget. Donc tout simplement, la loi nous permet de voter 25% du budget de 2020, du budget prévu en 2020, de le voter de façon à continuer ces dépenses. Donc après, on le voit, alors au tableau, ça représente, on vous a mis les montants pour chaque article de budget, les montants que ça représente. Donc ça voudrait dire que par exemple pour les dotations, ça représente 15 000 euros. Pour les emprunts et dettes à 6 042 954 euros, et ainsi de suite. Et hors, bien sûr, charge d'emprunt immobilier qu'on continue, immobilier qu'on continue à payer. Est-ce qu'il y a des questions? On va procéder au vote. Qui est pour? Eh bien, unanimité. On va désormais délibérer sur le changement de mode d'éclairage avec l'entreprise Serpollet. Et donc, je vais donner la parole, on va changer de rapporteur, je vais donner la parole à monsieur Nemo, agent aux travaux et à la sécurité.
Donc le changement du mât d'éclairage public situé au rond-point route de l'Oeillette, à proximité du pont de l'Oeillette, avait été endommagé suite à un accident. Suite à une étude de l'entreprise Serpollet en charge de l'entretien de notre réseau d'éclairage public, il semblerait opportun de renforcer l'éclairage de ce rond-point. Pour information, le sujet abordé avec le département, l'éclairage public est une compétence communale et ce secteur, bien qu'en voie départementale, est desservi par un réseau d'éclairage public communal, donc pas pris en charge par le département. De plus, le département préfère ne pas mettre en lumière des aménagements type rond-point afin de réduire la vitesse. Nous, de notre côté, nous devons maintenir et renforcer l'éclairage de ce rond-point pour le bon fonctionnement du système de la vidéoprotection. L'entreprise Serpollet a établi un devis pour poser 2 poteaux qui s'élèvent à la somme totale de 4 711,45 € hors taxe, soit 5 653,74 € TTC. Qui est pour. Alors, j'ai omis, j'ai tellement hâte d'ouvrir la séance, de demander une modification au niveau de l'ordre du jour. Déjà, donc, il était marqué contrat de maintenance informatique. Les informations sont arrivées tardivement. Donc, je demande au Conseil de retirer cette délibération afin que tout le monde puisse prendre les informations, l'ensemble des informations en temps et en heure, et de la remplacer par une délibération qui mange pas de pain, comme on dirait. C'est une délibération concernant la possibilité de demander une subvention pour avoir des purificateurs d'air. Alors je vous explique avant de vous demander si on peut rajouter cette délibération. Le Conseil régional, depuis maintenant peut-être bien 2-3 mois, nous avait annoncé lors d'une visio qu'il offrait entre guillemets à chaque commune un purificateur d'air. On a été démarché par de nombreuses entreprises, mais au-delà de cette offre commerciale et ces différentes offres, il fallait aussi qu'on voit si ces purificateurs étaient performants et qu'on fasse notre choix. On a la chance d'avoir dans le Conseil une personne qui est spécialisée dans le secteur, donc on a pu étudier à peu près les différentes propositions. Toujours est-il, aujourd'hui, on a reçu un appel, je ne sais pas, peut-être 2 heures avant le Conseil, nous expliquant comment maintenant il fallait faire. Parce qu'on a beaucoup de commerciaux qui nous ont contactés, mais on n'avait pas l'aval et le feu vert de la région. Donc 2 heures avant, on nous a dit qu'il fallait qu'on prenne une délibération pour qu'on puisse se faire financer ces purificateurs. Alors c'est plus 100%, c'est un peu plus subtil. C'est 80%, mais in fine ça revient même parce que c'est des TTC et on en parlera pendant la délibération. Mais voilà, je demande au Conseil si on peut donc retirer le contrat de maintenance informatique, le temps que l'ensemble du Conseil prenne en compte les éléments qu'on a envoyés dans la journée, et la remplacer par une délibération qui demande, entre guillemets, moins d'études, parce que c'est juste une demande, en sachant qu'on n'est pas obligé d'acheter un purificateur d'air. Bon, là il nous est quasi offert, on ne peut pas cracher dessus non plus. Voilà, donc est-ce que le Conseil est d'accord pour chanter ces 2 délibérations? Oui, alors si on est d'accord, on lève la main, parce que du coup, on se retire, c'est vrai. Merci beaucoup. Ok, donc on fonctionne comme ça. Donc cette délibération va être apportée par Sylvie Deschanos qui gère le dossier depuis maintenant 2-3 mois et qui va nous faire un peu le récap. Bonsoir à tous. Donc, M. Gauthier avait annoncé qu'il allait offrir à chaque commune de moins de 20 000 habitants un purificateur d'air pour installer, c'était au départ surtout dans les cantines,
Et il avait annoncé aussi qu'ils allaient octroyer aux enfants, à partir de 6 ans, puisqu'au départ c'était obligatoire pour 8 ans, donc à offrir aux enfants à partir de 6 ans des masques. Donc on a eu un dossier à remplir. Nous avons reçu les masques qui ont été distribués dans l'école. Et là, maintenant, on va faire un dossier pour ce purificateur. Donc ce purificateur est subventionné à 80% du montant TTC. Comme on récupère une partie de la TVA, au final, il est financé en entier par la région. On a le droit donc au purificateur avec les frais d'acheminement et d'installation, ainsi que l'acquisition de 2 kits de filtres par purificateur. A priori, les filtres ils font environ 1 an et on les change une fois par an. Donc on est tranquille pour 2 ans en espérant qu'entre-temps notre cher ami Covid nous ait laissé un peu en paix. Donc voilà, on vous demande l'autorisation de constituer le dossier, et une fois que le dossier est constitué et accepté, parce qu'il faut qu'il soit accepté par la région, l'autorisation d'acquérir le purificateur. Donc voilà, je vais vous demander, est-ce que vous avez des questions à poser? Juste pour information, ça coûte à peu près combien un purificateur 2000 €. De mémoire, entre 2000 et 4000, ouais, selon la volumétrie de la pièce. Il y a 2 types de modèles. L'entretien des filtres micro sera... Désolé du préparatif. À peu près 300 € pour l'entretien des filtres. Après, ça dépend de la saturation de l'air, clairement, et des particules qu'on peut avoir dans la pièce. Donc là, on parle Covid, mais l'avantage de ces purificateurs, c'est aussi pour tout ce qui est les différents composés organiques volatiles. Il n'y a pas que le Covid, il y a aussi d'autres choses. Ça permet d'assainir d'une manière générale la pièce, quoi. Après, l'acharne est là, ça consommera du courant électrique, parce que ça reste branché sur du courant, mais ça reste des faibles voltages. Et c'est surtout que ça se fait en présence humaine. Donc c'est le gros avantage, c'est pas des produits chimiques qu'on va balancer à outrance toute la journée pour les élèves et les personnes. Voilà. Et on envisageait de le mettre au restaurant scolaire. Puisque c'est l'endroit où les enfants sont sans masque. Donc là, il a toute son importance au restaurant scolaire. Il y a d'autres questions? Donc je vais vous demander de voter. Qui est pour? Donc à l'unanimité. Merci. Merci Sylvie. On va passer aux questions diverses. Je vais essayer d'être bref. Je vais commencer par déjà souhaiter la bonne année à tout le monde. J'ai eu l'occasion donc de faire, malheureusement, on va dire ça comme ça, des vœux en ligne, numériques. Bon, il y a aussi un article qui est paru dans la presse. C'est pas comme ça que j'imaginais faire mes premiers vœux. Malgré tout, ça s'est passé comme ça. Donc voilà, je souhaite à l'ensemble de la commune, l'ensemble du conseil, une excellente année 2021, plein de santé, plein de projets pour tout le monde. Et puis j'ai envie de dire pour notre commune, plein de médecins et de paramédicaux. La transition étant toute faite parce que vous avez pu constater ô combien, notamment dans les vœux, qui prennent quasi la moitié de ces vœux, cette question sur la santé me préoccupe tous les jours, toutes les heures, voire toutes les minutes. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Et régulièrement, je reviendrai dessus en fonction des avancées. Je veux que tout le monde soit conscient de la difficulté d'obtenir et d'avoir une offre de soins sur une commune, et une commune comme la nôtre. Il va falloir qu'on se pose un certain nombre de questions. Savoir si on veut un cabinet médical qui
qui peut très vite sortir de terre. On a déjà, j'ai eu l'occasion d'en parler, échangé avec des psychologues, échangé avec des internes, avec des médecins qui nous ont aidés à faire ces plans. Ou est-ce qu'on veut une maison de santé pluridisciplinaire? Et ça, c'est quoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est que une maison de santé pluridisciplinaire, c'est homologué par l'ARS. C'est en lien avec les CIP, c'est en lien avec les différents zonages. Et une maison de santé pluridisciplinaire, c'est un projet médical de territoire. Ce projet médical, il doit être mené par au minimum 2 médecins et un paramédical. On a les paramédicaux, on a des médecins qui veulent nous aider mais qui ne viendront pas pratiquer. Par contre, on a des internes, dont je vous en avais cité 2, qui seraient susceptibles et intéressés pour venir sur Saint-Romain. Et là, nous devons rencontrer 2 autres, une autre commune, donc ça ferait 4 internes, qui eux seraient médecins dans moins d'1 an à peu près. J'aurai les confirmations vendredi soir, parce que je rencontre une partie vendredi soir. Alors, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que derrière, il y a des subventions. Il y a des subventions de construction, en l'occurrence, nous, il n'y a rien à construire, c'est à réhabiliter. Mais surtout, il y a des subventions d'installation. Et dans ces subventions d'installation, il y a tout. Il y a du matériel et il y a plein de choses. On est en relation avec l'ARS. Je suis en relation avec Sylvie, avec l'ARS. Je suis en relation avec le département. Avec l'ordre des médecins, nous devons nous caler. En fait, il faut qu'on sache si le projet peut être porté par des internes et non pas des médecins titulaires. Pourquoi je vous en parle et pourquoi je reviendrai à tous les conseils sur ce point-là? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit dans les vœux, j'ai besoin de tout le monde, j'ai besoin que chaque Jalais-Romain soit le porte-parole, le commercial de la commune. On va avoir une belle petite maison, je pense. Et c'est d'ailleurs qu'une seule étape, en tout cas moi je vois plus pour notre commune, peut-être qu'il ne sortira pas sur le mandat, mais quoi qu'il en soit, parce que, c'est dommage, hein, c'est en direct, mais c'est le jeu, la concurrence est rude. La concurrence est rude du côté de Tignieux, la concurrence, alors moi je suis concurrent avec personne, mais on a des maisons médicales à Crémieux, à Tignieux. Pour autant, les médecins de ces villes-là nous aident, parce que Saint-Romain, c'est un problème pour tout le monde. Ces médecins-là me disent, nous on ne prend plus de patients de Saint-Romain. On veut bien, en cas d'urgence, dépanner à la volée, serment d'Hippocrate et autres. Par contre, on ne prend plus de patients. Et j'ai déjà dit, mais moi le premier, j'ai plus de médecin depuis le mois d'octobre. Un certain nombre autour de cette table n'a plus de médecin, donc c'est compliqué. Donc, c'est important qu'on puisse être chacun le porte-parole de la commune pour les attirer. Charge à nous, après, de leur proposer un projet, les conditions d'installation qui soient optimum. Et surtout, qu'ils aient un projet médical pour la commune. Sans ça, il n'y aura pas de labellisation de maison de santé pluridisciplinaire. Et honnêtement, on pourrait sortir un cabinet tout de suite, les médecins pourraient venir, mais ils ne resteront pas. Il y a, sans compter la ZIP, une telle différence que, voilà, c'est... Moi-même, je serais médecin, je ne chercherais pas à comprendre. Voilà. Après, on a tout ce qu'il faut, vous le savez, on a les patients. Il faut savoir que ça fait partie des arguments que je mets en avant déjà pour ce projet et puis pour passer en ZIP. On a une moyenne nationale de personnes de plus de 70 ans de 5,2%. Potentiellement, on va dire que c'est de la clientèle pour les médecins. Ça, c'est national. Sur Saint-Romain, on est à 14%. Alors, certes, c'est une petite commune de 3300 habitants,
mais on est à 14%. Donc la demande, elle est là. Voilà. Donc ça, c'était des questions, c'était des informations. Alors juste pour les étapes futures, on rencontre vendredi des médecins, des porteurs de projets sur Tignieux. La semaine d'après, je rencontre le sénateur, je crois, pour mettre en avant, alors cette fois-ci c'est M. Rambaud, pour un certain nombre de points, et notamment celui-là, sachant que dans le commun des mortels, souvent on dit quand on va députer un sénateur, ça ne sert pas à grand-chose. En l'occurrence, moi j'ai deux bonnes expériences. Donc, la dernière, c'était avec M. Valdini qui m'a fait largement accélérer le processus de l'école. J'y viendrai après pour la toiture. Donc là, je compte aussi sur le sénateur Rambaud pour nous aider un petit peu sur ce projet-là. On va rencontrer aussi d'autres internes de Tignieux qui seraient intéressés. Et puis on voit aussi le département et l'ARS. Bref, voilà. Donc chaque mois, je vous ferai en toute transparence, un petit retour sur ce problème qui est majeur en termes de service pour notre commune. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce point-là? Non? La transition est faite. Est-ce que tu veux en parler? Si vous, j'en parle sur la vaccination. Non? Alors, pour la vaccination, on a eu une communication ce matin, donc on va le mettre sur nos réseaux sociaux. Vous savez qu'on est en pleine campagne de vaccination. On a plusieurs centres autour de chez nous. On a un centre à Montalieu-Versieux, on a un centre à Vienne, on a un centre à Bourgoin. Comment on fait pour prendre rendez-vous? Eh bien, on appelle des numéros de téléphone. Alors, ces numéros de téléphone, alors on peut vous les donner en direct si je les retrouve. Sinon, c'est simple, il y en a deux. Il y a le numéro État qu'on trouve sur santé.fr et le numéro du département qu'on trouve sur le site du département isère.fr. Donc, le numéro de l'État, c'est le 0800 009 110 et le numéro du département, c'est le 04 76 00 31 34. Pour rappel, l'obligation de vaccination, c'est de plus de 75 ans, et dans un premier temps, et les personnes seulement de plus de 50 ans. Juste pour vous dire, et on va être clair entre nous, c'est très compliqué aujourd'hui pour avoir des centres de vaccination, et en termes de disponibilité, c'est compliqué pour avoir aussi des rendez-vous. On est sur certains secteurs à plus d'un mois. Alors il n'y a pas si longtemps, il y avait des rendez-vous sur Vienne, mais je crois qu'ils sont passés. Et on passe aussi par 3 sites internet. Donc de toute façon, tout est indiqué sur les sites isère.fr ou santé.fr. Et les sites internet, c'est Doctolib, que la plupart d'entre nous connaissent, Maya, M-A-I-I-A, et Keldoc. Voilà, alors il y en a certains qui ne sont pas opérationnels. Il faut savoir, par exemple, sur Bourgoin, la prise en ligne des rendez-vous n'est pas encore opérationnelle. Et sur d'autres, vous n'avez pas de rendez-vous. Donc ce que vous voyez à la télé, ça se passe chez nous. Pour l'instant, c'est un peu chaotique. Mais avec les moyens qui sont mis en place, on espère que, sachant qu'il y a plusieurs problématiques. Il y a les problématiques de flux d'appels, où les serveurs sautent au niveau téléphonique et Internet. Et il y a la problématique de nombre de doses disponibles. C'est-à-dire que les centres sont présents, mais malheureusement, on n'a pas de doses. Voilà. Donc nous, bien évidemment, comme je l'ai dit en comité de commune, parce que ça passe par la comité de commune, on a la possibilité de mettre à disposition de la gymnase, comme on fait par exemple pour le don du sang. Mais pour l'instant, ça se fait en maison de santé, dans des structures plus cadres. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Sophie? Oui, je voulais juste intervenir sur le fait qu'en fait, c'est même pas compliqué, c'est carrément saturé. Oui. Non, je ne mais... sais pas si vous avez un proche qui a essayé de prendre rendez-vous, moi j'ai essayé de le faire pour ma belle-mère, mais c'est impossible. C'est pour ça qu'à l'heure où je vous parle, c'est impossible. Je ne voulais vraiment pas ternir. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est ça en effet. Je suis d'accord.
Oui, Sylvie. Sur le site de la mairie, on mettra aussi 2 numéros de téléphone, le numéro de téléphone de Beaumont et le numéro de téléphone de Montalieu. Je ne les ai pas pris, Ouais. mais ces 2 numéros, vous pouvez passer plus en direct. On va, ouais, Pas sûr que vous puissiez mieux y arriver, mais ça donne plus de possibilités. Et là, normalement, le département doit aussi mettre un numéro avec une En fait, on va faire passer la communication qu'on a reçue là, on va vous la faire repasser par les réseaux. Alors, je sais qu'il y en a qui ne sont pas très Facebook, qui ne sont pas très application Polytéa, mais voilà, il y a un article dans le journal et puis on la mettra sur le site internet qui peut-être pour le commun des mortels, entre guillemets, pour ceux qu'on puisse utiliser, est un peu plus simple. Après, encore une fois, on voit ce qui se passe à la télé. Aujourd'hui, on est à la télé, on sait que c'est saturé de partout. Donc, quoique tout à l'heure, j'ai quand même vu que, je ne sais plus c'est dans quelle région, je ne sais plus où c'est, il y a un bus médical quand même qui se déplace dans les communes de moins de 250 habitants. Donc il y a les communes de moins de 250 habitants quand même qui vaccinent les plus de 75 ans. Donc bon, voilà, c'est un choix politique. Voilà. Et puis c'est tout. Bon, je ne vais pas parler de ça, ça ne sert à rien. Je vais passer la parole à mes voisins. Bonsoir à tous. On va faire un petit point urbanisme, ça va être très succinct. On va juste essayer de faire une réunion avant la fin du mois. Évidemment, juste avec les élus, car le public n'est toujours pas autorisé à participer. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Sur le point de travaux, donc on va commencer par l'adressage. Le contrat numéro 2 a été transmis à la Poste afin de démarrer la mise en œuvre de la numérotation générale de la commune. Une réunion doit être programmée courant janvier pour définir le checkpoint d'objectifs et de délai. À l'instant où je vous parle, on a envoyé un mail la semaine dernière pour avoir cette date. On n'a toujours pas eu de retour et on les a relancés aujourd'hui. Sur les travaux du port, donc au niveau de l'assainissement, les travaux étaient terminés et réceptionnés. L'enfouissement de l'éclairage public, les travaux ont été terminés. La réception doit être programmée, mais n'a pas été faite à cause des conditions sanitaires. À propos de l'éclairage public dans ce quartier, il est opérationnel. Les luminaires sont équipés de drivers avec un abaissement de puissance de 50%, de 23h à 5h. Pour la voirie, on est toujours en attente de notices de sécurité. On attend encore les retours des autres bureaux d'études qu'on a sollicités par rapport au premier. Les points de travaux sur Baran. Le chantier doit reprendre mi-février pour la pose des bordures le long du champ pour sécuriser les chemins piétons. Pour mémoire, toute la partie enfouissement du réseau France Télécom est terminée. Au sujet de la vidéoprotection, en étude en parallèle de la proposition du département de l'Isère, un prestataire propose une liaison optique directe de la mairie vers les différents sites de connexion avec une fibre propre à la commune et une location des chambres et fourreaux d'infrastructure Orange. Nous devrions avoir le montant comparatif d'ici fin janvier. Les différences entre les deux propositions, c'est que l'étude du département utilise les infrastructures déployées par le département réseau Isère Fibre, avec mise à disposition de brins de fibre en location et interconnexion via la NRO, donc le noyau réseau optique de Crémieux. Sur la deuxième proposition, le déploiement d'une infrastructure communale autonome avec investissement du coût de la fibre à déployer et location des chambres et fourreaux d'Orange. Avantage à venir selon les montants des deux prestations. Donc on attend les prix. Sur la deuxième prestation, en gros, on serait propriétaire du réseau et on aurait une interconnexion sur tous les bâtiments publics et toutes les installations qui seront propres à la mairie. Voilà. Vous avez des questions ?
Un petit mot sur le problème suite aux nouvelles mesures gouvernementales, le protocole du restaurant scolaire il a évolué à partir de là. Je n'aime pas trop les micros. Va évoluer, donc il a évolué depuis le 18 janvier. On a fait 3 services. On a essayé de mettre en place avec les instituteurs, la directrice. On a eu l'inspecteur académique. Et il n'était pas pour, parce qu'en fait, on faisait 3 services. Décidément, je n'arriverai pas. 3 services, mais on décalait un petit peu l'horaire par rapport au cours. Il n'était pas trop d'accord, mais bon, on n'avait pas le choix pour pouvoir faire la distanciation et puis tout ça. Donc, on se retrouve demain avec la directrice, les instituts, pour pouvoir trouver un autre système éventuel. Mais l'inspecteur académique, aujourd'hui, a dit qu'on pouvait faire encore les 15 jours qui viennent. Donc, c'est un peu ça, on peut discuter, Johan, tout ça. Oui, donc c'est ça. Donc du coup, voilà, on a essayé de trouver un protocole pour que, justement, il y ait la distanciation. Ça s'est super bien passé, les dames de la cantine ont bien géré, il n'y a pas de problème. Donc du coup, là, on attend demain de voir un petit peu si on retrouve un autre système. Je voulais rajouter quelque chose. Ouais, je vais rajouter quelque chose concernant l'école et j'ai eu l'inspecteur d'éducation nationale au téléphone. Donc, il nous donne l'autorisation de faire cette semaine et les 2 semaines qui vont nous amener jusqu'aux vacances scolaires. Donc, plus les vacances se feront environ 4 semaines et demie pour garder ce système de service. Après, il va falloir trouver autre chose si la situation perdure, parce qu'à terme, ça fait trop de pertes de temps pédagogique d'apprentissage. Donc, il y aura plusieurs solutions. Il y en a 3 ou 4, on en a échangé avec lui. On va en échanger avec les professeurs des écoles, la directrice et l'association des parents d'élèves. Et à partir de là, on verra comment on fait. Il faut savoir que ce protocole renforcé, c'est un casse-tête pour toutes les communes. Il y a plusieurs solutions. De toute façon, toutes les solutions ne sont pas forcément parfaites puisque personne n'est capable de résoudre une équation insoluble. Voilà, donc jusqu'aux vacances, on fait comme ça, et après, ça bougera certainement si on est encore dans cette situation, ce qui malheureusement semble être le cas. Voilà. Johan ? Vas-y, prends. Faut... Vas-y. T'as mis en haut ? Voilà. Là, c'est bon. Non, c'était juste pour détailler les nouvelles dispositions sur l'école. Donc, pour expliquer clairement, il y a 2 classes qui sont concernées par ce 3e service, qui fait que les demi-pensionnaires ne reprennent les cours qu'à partir de 14h au lieu de 13h30. Ce qui leur fait perdre tous les jours une demi-heure de cours, ce qui représente donc 2 heures de cours par semaine. Effectivement, cette situation n'est pas très viable sur le long terme. Donc, il y a plusieurs autres solutions qui sont à l'étude parce que c'est vrai que c'est pas très très simple. Donc là, il y a une classe de CE2 et une classe de CM2 qui sont concernées par cette demi-heure de cours en moins par jour. Et à côté de ça, ça fait manger les élèves quand même assez tard. Je crois qu'ils mangent à 13h10, 13h15. Voilà, donc on a autorisé pour ces élèves-là une collation le matin pour que ça soit... ils puissent tenir jusqu'à cet horaire-là pour commencer leur repas. Voilà. Bonsoir à tous. Je profite du conseil de ce soir pour faire un peu de publicité, puisqu'effectivement les associations sont assez perturbées ces temps-ci par couvre-feu, confinement, etc.
Et à la demande effectivement d'un mail aujourd'hui fait par le Sous des Écoles, je profite donc de cet instant du Conseil pour faire un peu de publicité au Sous des Écoles qui effectivement organise le dimanche 31 janvier, donc de 11h30 à 14h, la fameuse tartifone, prévue initialement effectivement le samedi 30. Donc à tous les jaloux romains qui effectivement souhaitaient venir récupérer les portions de tartiflette qu'ils avaient faites, il faudra venir les récupérer, non pas samedi comme initialement prévu, mais je le répète, donc le dimanche 31 janvier de 11h30 à 14h. Les précommandes sont à faire avant le 27 janvier, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps, ou l'envie en tout cas, d'acheter ces tartiflettes. N'oubliez pas qu'effectivement les prescriptions sanitaires seront respectées, puisque le Sous des Écoles a prévu effectivement de faire de la récupération et non pas de la restauration sur place. Voilà. D'autres effectivement associations sont un peu perturbées effectivement malheureusement par tous ces protocoles sanitaires, mais on tâche au quotidien de leur répondre de la meilleure des manières, puisqu'il n'est pas facile aujourd'hui de lire entre les lignes de ce que souhaite faire le gouvernement entre la culture et le sport. C'est pas toujours facile, mais on tâche en tout cas de respecter au mieux la réglementation. Voilà, ce sera tout pour ce soir, les associations. Merci. Et puis, avant de redonner la parole à M. Nemos qui a oublié, je fais le lien avec les associations. Juste pour vous rappeler, c'est aussi en partie pour ça qu'il y a un retard, je l'avais dit, mais je le répète, sur la délivrance du bulletin municipal. Donc, il sera certainement dans vos boîtes aux lettres, soit le dernier week-end de janvier, soit le premier week-end de février. Et donc, là, on a juste encore remis à jour un truc, c'est que par exemple le CA, le comité d'animation, annule ses sorties de ski de janvier. Alors pour l'instant, et donc il reporte sur mars, mais bon, je crois que on est mardi, donc je crois que c'est jeudi que le Premier ministre doit... C'est demain ? D'accord. Doit parler sur les stations. Bon voilà, il y a un certain nombre de choses, déjà tout ce qui était janvier, on a tout mis à jour, puis il y a un certain nombre. Donc c'était juste pour vous dire, voilà, en porte-parole de la plus grosse assoce quand même de la commune, que bon, vous le savez très bien, le ski, c'est compromis pour cette année. Je voulais revenir aussi sur une chose qui s'est passée début janvier. Donc on a fait la mise en place de notre PCS, donc plan communal de sauvegarde. Donc pour faire un petit topo, c'est un document qui est obligatoire depuis 2014 sur la commune, qui est révisé tous les 5 ans. Et donc là on a refait ce dossier, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus. Bien 3-4 mois qu'on travaille dessus. Et donc le 7 janvier, on a fait la validation de notre PCS avec un exercice. Donc l'exercice, c'est un exercice théorique. On a envoyé personne sur le terrain par rapport à la crise sanitaire. C'était vraiment la mise en place du PCS et du poste de commandement communal. Donc étaient présents ce jour-là M. Grosier, Aurélien Coiffé, Céline, Sarah, Sylvie Deschanoz, Pascal Curie, Corinne Georges et moi-même. Le bilan d'exercice a été très positif. Malgré la découverte à l'instant T des documents pour la plupart des personnes. Donc juste pour information, j'étais le seul à connaître tous les documents. Et donc on a vraiment fait le test grandeur réelle et sans divulguer l'émission de chacun pour voir un peu les réactions de chacun et les points d'amélioration sur ce type d'activité. Donc il y a eu un très bon retour, très bonne participation des personnes présentes, une bonne communication. On a 2-3 points à relever, mais c'est plus sur l'organisation que sur la gestion du sinistre en lui-même. Donc affaire à suivre, on essaiera de refaire des exercices un peu plus tard pour vraiment s'attribuer ce document qui est assez lourd quand même. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de documents à maîtriser. Par rapport à juste dire l'exercice, donc en gros, c'est comment on agit s'il y a un pépin qui arrive sur la commune, s'il y a un problème par exemple de la centrale, qu'il y a un tremblement de terre, qui est ce que vous voulez. En l'occurrence, l'exercice sur lequel on a travaillé, c'est un camion qui s'est renversé avec de l'essence, et donc il fallait évacuer une zone, dans un premier temps 100 mètres, et dans un deuxième temps 100 mètres.
prendre en charge les habitants qui devaient sortir de leur maison. Et après, derrière, il y a plein d'autres problèmes. Qu'est-ce qu'on fait des chiens, des choses comme ça. Donc c'est vraiment très intéressant de travailler sur ce type d'exercice. Donc là, l'exercice était en pleine journée, donc on évacuait les personnes qui étaient présentes chez eux, on détournait les personnes qui rentraient du boulot sur des points de regroupement, et puis après la gestion du relogement, de tout ça, des animaux, les difficultés qu'on pouvait trouver par rapport aux axes routiers, la difficulté avec l'école, la sortie d'école, la prise en charge de tous les élèves. C'est un exercice qui a duré 3 heures quand même, mais qui on a eu un bon retour des participants et de la société gériste avec qui on a travaillé sur ce TCS. Et puis je voulais revenir aussi sur un événement qui a eu lieu la semaine dernière, pile poil, sur le feu du transfo devant l'école. Donc 17h, coupure de courant partielle sur la plupart des bâtiments publics et de l'école. Donc après vérification, c'était le feu se situait au niveau du transfo. Donc on a tous les fusils qui ont brûlé. La cause, elle est inconnue toujours. On ne sait pas si c'est une bestiole qui allait gratter là-bas dedans. Enfin, on ne sait pas d'où ça vient. En tout cas, ça a bien brûlé. Donc on a fait appel aux pompiers, à Enedis, qui sont venus sur place. Pour le temps des réparations, on va dire primaires, on a dû couper une partie du courant sur le secteur. Alors, on a eu un peu de chance, c'est qu'il n'y a qu'une seule maison qui a été impactée par la coupure de courant, Madame Carré, pour ne pas la citer. À 23h30, elle a récupéré l'électricité chez elle, mais les bâtiments publics ne pouvaient pas être réalimentés. Il fallait une intervention d'autres techniciens qui sont venus le lendemain. Ils sont arrivés sur les 11h du matin, à peu près 10h30, 11h, pour finir à 15h. Donc là, ils nous ont fait des travaux pour nous remettre l'électricité pour les bâtiments publics. Il reste encore des travaux de maçonnerie, parce que suite au feu, aux grosses chaleurs, il y a eu un peu plus de dégâts que prévu. Donc ils doivent revenir intervenir pour finir la partie maçonnerie sur ce point-là. Voilà. Merci David. Est-ce que vous avez des questions, des points à soulever, à relever? Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je lève la séance. Pour rappel, le prochain conseil municipal aura lieu le février, un mardi soir à 19h30, le 23 février à 19h30. D'ici là, portez-vous bien et puis ça sera déjà pas mal. Bonne soirée à tous.